Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Pourquoi tu lis. Aujourd'hui, je reçois Alain qui est le compositeur de la musique du podcast. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Je m'appelle Alain Thomasé, je suis le frère du mari de Célie. Alain est mon beau-frère. Effectivement, je suis à nouveau en train de changer de métier pour devenir compositeur de musique. D'accord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Genre, professionnel ? Ouais, professionnel, bah oui. Moi, le mien est particulier parce que j'ai commencé par faire ingénieur en développement web. Et puis finalement, ça m'a pas plu du tout. Et donc, je suis parti 1 an en Nouvelle-Zélande en mode rupture complète. Je suis revenu, je me suis formé et j'ai fait pendant 3-4 ans prof de musique. Ce qui a pas très bien marché. Mais là, actuellement, du coup, je suis en train de refaire une autre reconversion vers compositeur de musique de jeux vidéo. Ok, pourquoi compositeur de musique de jeux vidéo ? Parce que, ma reconversion juste avant de musicien, enfin de prof de musique, c'était déjà dans l'idée de faire quelque chose avec la musique, parce que moi j'adore la musique et je suis instrumentiste, je joue pas mal d'instruments depuis que je suis tout gamin. Et après, l'autre truc qui m'a bouffé pas mal de temps dans ma vie, c'est les jeux vidéo. Mettre les deux ensemble, en fait, ça semblait tellement logique. D'ailleurs, en plus, c'est les trois ensemble parce que l'aspect de développement d'informatique se retrouve aussi dans le métier de compositeur de jeux vidéo. Donc, en fait, à un moment donné, il y a vraiment eu l'épiphanie et c'est vraiment le boulot parfait pour moi, entre guillemets. D'accord. C'est comme quand tu composes de la musique, en fait, je suppose que tu utilises des logiciels de MAO, donc de musique assistée par ordinateur. Ouais. Ça recoupe aussi pas mal... tu touches quand même à l'informatique énormément, même dans la composition. Ouais, et surtout dans un truc sur lequel on ne pense pas trop, mais dans le milieu du jeu vidéo, quand on fait de la musique, il ne faut pas juste écrire une musique, il faut écrire une musique qui soit adaptable, parce qu'en fait, tu te balades dans Zelda, puis tu rencontres un monstre, tu ne sais pas à quel moment le joueur va rencontrer un monstre et que tu dois faire une transition musicale et changer de musique, et à quel moment ça finit, et à quel moment il va rentrer dans une ville, et ainsi de suite. Toutes les musiques, elles sont... T'as pas le contrôle de quand elles commencent, quand elles finissent, et vers quoi elles vont. Donc en fait, il y a plein de transitions à faire, et ce truc-là, c'est beaucoup du puzzle informatique à gérer. D'accord, c'est super intéressant du coup, parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu es en train de te former pour faire de la musique narrative, en fait. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est un des grands trucs moi, qui m'a attiré vers la composition. Ça faisait, avant de faire cette transition de compositeur, ça faisait des années que un des trucs que j'adorais regarder, c'était justement des compositeurs alors soit des gens qui composent de la musique, soit des gens qui analysent des œuvres, notamment de la musique de film à ce moment-là. Et j'ai toujours été passionné par l'utilisation de thèmes narrativement, en fait. Utiliser un thème pour un personnage, ce qu'on appelle un leitmotiv, pour un personnage, et puis il y a un deuxième personnage, et en fait tu vas te retrouver à un moment donné où il va y avoir un conflit entre les deux, et ça, si jamais la musique a été bien faite dans ce sens-là, tu vas retrouver en fait les deux thèmes qui se clashent, ou alors au contraire qui s'harmonisent dans la musique. Dans une seule pièce de musique, il y a les deux thèmes. C'est rigolo parce que quand je t'ai demandé de composer le générique du podcast, tu m'as demandé une playlist. Oui. Et on est allés tous les deux beaucoup vers des musiques de films, et du coup des musiques qui sont plutôt narratives. Ouais. Alors moi j'ai tendance à dire que la musique de film, c'est souvent en fait l'évolution de la musique classique. En réalité, il y a énormément de choses qui se retrouvent dedans, surtout dans la fantasy. La fantasy, en fait, c'est quelque chose qui va être représenté principalement par des sons qui font un peu médiéval. Typiquement, on va utiliser des instruments un peu... on va utiliser la viole de gambe, on va utiliser... ou alors des trucs plus... Le nikelarpa, c'est un instrument suédois, enfin, ce genre de choses, qui vont évoquer un peu l'aspect médiéval, avec des trucs classiques. Et souvent, dans la fantasy, on va utiliser ça avec quelques trucs un peu plus modernes, quand même, pour pas faire que full médiéval. Mais voilà. Tu parles de la fantasy parce que c'est un genre que tu aimes. Oui. C'est un genre que tu aimes, pas seulement dans le jeu vidéo. Ouais. Tu regardes beaucoup de films de fantasy. Films, livres, tout. Oui, effectivement. La fantasy, c'est vraiment le genre qui me plaît le plus narrativement. Ouais.
Ouais, j'ai cru voir un peu partout Donc là, on est dans la maison de tes parents, où ce qui est assez rigolo dans cette maison, c'est que j'ai l'impression que les livres sont voyageurs, c'est qu'il y a plein de livres partout, dans toutes les pièces. Oui. Avec des tas de livres qui passent d'une pièce à l'autre, donc qui sont lus et qui passent de main en main. Et toi, dans la chambre que tu occupais quand tu étais plus jeune, il y a beaucoup de gros romans de fantasy. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, moi, c'est assez rigolo parce que je suis pas un lecteur assidu, je suis un lecteur périodique. Il y a vraiment des moments donnés où je vais lire énormément et d'autres pas du tout. Et d'ailleurs, pendant les 8, 9, 10 premières années de ma vie, j'ai quasiment pas lu. En réalité, je lisais pas tant que ça. Et je pense que justement, ce truc de lire des gros bouquins, j'ai lu quelques bouquins gamins, mais en fait, c'est venu surtout parce que Quentin, mon frère, ton mari, à l'adolescence, il a commencé à lire effectivement pas mal de fantaisie, et il en parlait souvent. Du coup, j'ai eu envie, et donc presque j'ai pas demandé ou acheté de bouquins, j'ai juste récupéré ceux qu'il y avait dans la chambre de mon frère. Bon, et lui, comme il lisait beaucoup, et c'était un lecteur beaucoup plus assidu que moi, j'ai commencé directement avec des gros trucs, ça m'a jamais inquiété. D'accord, ça t'a jamais fait peur, toi, les gros pavés? Non, pas vraiment. Et les grandes séries non plus? Parce qu'en fantasy, t'as quand même beaucoup de grandes séries. Oui, d'ailleurs, il y en a une que j'ai toujours pas réussi à finir. Raconte-nous un peu, c'est quoi les souvenirs que t'as de fantasy? C'est quoi les romans qui t'ont marqué et peut-être qui t'ont mis le pied à l'étrier au niveau de la lecture? Alors, dans les premiers romans qui m'ont accroché à la fantasy, il y a Le Hobbit, déjà. Ouais, Tolkien, la base. Hein. Suivi d'assez près du Seigneur des Anneaux. En fait, j'ai lu pas très tard, je crois pas. Je sais pas, j'étais en sixième, quelque chose comme ça, quand je lisais la trilogie du Seigneur des Anneaux, et je l'ai lu un paquet de fois, à cette époque-là, principalement. Oui, alors ça, c'est un autre truc, je lis les bouquins souvent plein de fois. D'accord, ok. Mais bon, on pourra revenir là-dessus si tu veux. On y reviendra. Donc il y a le Hobbit. Un autre, est-ce que c'est de la fantasy? Ouais, si. Un de mes bouquins préférés, c'est La Croisée des Mondes de Philippe Pullman. Ouais. Qui est une trilogie aussi. C'est une trilogie aussi. Est-ce que tu te souviens pourquoi est-ce que ça a été un livre que tu as beaucoup aimé? Alors, j'aimais énormément l'héroïne qui raconte des histoires en permanence. Si jamais on parle de... moi, je ne suis pas spécialement un joueur de roleplay, mais ce serait un personnage qui a maxé tout dans le charisme. Ouais. C'est pas une combattante, c'est une gamine, voilà. Mais par son éloquence et aussi par son innocence, c'est comme ça que l'histoire avance, en fait. Ouais. Donc ça, c'est un truc que j'avais trouvé passionnant. Aussi, comme je l'avais lu assez tôt, j'arrivais quand même à voir énormément d'allégories, je suppose, ouais, par rapport à plein de choses, parce que ça parle de religion, ça parle de camps de concentration, ce genre de choses-là, qui, en fait, quand t'as, je sais pas, 11 ans, 12 ans, et que t'abordes ce genre de bouquin, dans de la fantasy, c'est quand même des gros sujets à aborder, et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Ouais, c'est un livre sérieux, mine de rien, qui aborde plein de sujets qui font pas mal réfléchir, même au niveau de l'amitié. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des liens d'amitié et des liens dans la différence aussi. Moi, il m'avait beaucoup marqué par rapport à ça. Voilà. Non, mais donc, et je reviens aussi sur le fait de... alors certes, les gros bouquins m'ont pas fait peur, mais aussi... alors, on va encore parler de Quentin, mais il a toujours été assez exigeant. Pour lui, un bouquin, ça doit être vraiment un très bon bouquin, voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'il était à l'époque. Et pas tout à fait changé. Par exemple, j'ai lu quelques bouquins qui s'appellent c'est quoi, La Quête des Willan, par exemple, ou Eragon, ce genre de livres. Et si jamais je lisais ce genre de trucs, je me faisais un peu bâcher parce que je lisais de la sous-lecture, quoi. Le gros snob. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. De toute façon, voilà, j'avais pas le choix, je devais lire des bons bouquins.
D'accord. C'est donc peut-être aussi pour ça. Il était un peu tyrannique, ton grand frère, non? Tu essaies de faire passer un message si tu as besoin d'aide. Non, ça va. Il s'est assagi avec les années. Ouais, mais du coup, ça a vraiment marqué et forgé tes habitudes de lecture. Ouais, je pense vraiment. Ouais, là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, mais c'est comme ça que ça a évolué. Ok, donc du coup, tu disais que t'étais pas forcément un lecteur qui lisait tout le temps, mais que c'était périodique. Ouais. Mais n'empêche que t'es quand même un gros lecteur, parce que tu t'enfiles quand même des énormes livres. Bah alors après, j'ai pas la définition d'un gros lecteur, parce que forcément autour de moi, j'ai des gens qui lisent énormément. Donc, moi, dans ma tête, je suis pas un gros lecteur, clairement. Mais après, moi, je peux très bien avoir une période de 6 mois où je n'ouvre pas un bouquin, en fait. Par contre, souvent, et à un moment donné, alors soit c'est tiens, pourquoi pas, ou alors c'est un événement, genre tiens, il faut que je voyage, je sais que je vais avoir de l'attente et donc je vais prendre un bouquin. Et à ce moment-là, en général, le plaisir de lire, en fait, c'est je redécouvre le plaisir de lire et je vais m'enfiler quelques bouquins dans la semaine, ce genre de truc en général, ouais. Ah ouais, d'accord, c'est super ça. En fait, tu oublies à quel point c'est génial de lire. Ouais, on peut un peu dire ça. Et tu redécouvres. À chaque fois. C'est génial. Voilà, c'est vraiment ça, parce que après, sinon, le reste du temps, en fait, il va y avoir, mais ça, malheureusement, je fonctionne un peu trop et parfois ça me pose problème, mais c'est vrai que je fonctionne pas mal comme ça, donc je vais faire presque de l'overdose. Je vais lire tous les jours, dans l'après-midi, le soir, voilà, et puis au bout d'un moment, presque jusqu'au dégoût, je fais bon, tiens, je vais peut-être faire un peu autre chose, et après, j'y retouche plus. Pendant une autre période, et après ça revient. Et je fais ça avec d'autres trucs, séries, jeux vidéo, genre de conneries, pareil. Ouais, tu passes à autre chose, quoi. Est-ce que du coup, tu arrives à voir si tu passes de l'un à l'autre, ou si des fois c'est en parallèle? Mais souvent, je passe plus de l'un. Enfin, il y a un peu de parallèle, mais souvent, je passe vraiment de l'un à l'autre en réalité. Et tu arrives à voir à quel moment, alors peut-être ça n'a rien à voir, hein, mais si tu as un état émotionnel ou si c'est un moment précis de ta vie où là tu as plus besoin de lire ou tu as plus besoin de faire des jeux vidéo. Donc tout à l'heure tu as dit quand tu voyages par exemple, naturellement tu prends un livre parce que prendre ta console ou ton PC quand tu voyages c'est pas forcément évident. Est-ce que tu as déjà identifié ça ou pas du tout, ou ça se trouve ça n'a rien à voir? Alors souvent, si jamais c'est pas pour un voyage ou quelque chose, souvent c'est par une overdose d'autres choses. Donc typiquement, jeux vidéo par exemple, parce que bon, comme je l'ai dit, j'en fais pas mal. En plus, ça devient mon métier, j'ai une excuse maintenant. Typiquement, il va y avoir des moments de frustration où t'en peux plus en fait. C'est genre, tu joues à ton jeu vidéo et puis en fait, tu t'es bloqué à un endroit, je sais pas quoi, ou bon, bref, peu importe. T'es bloqué, t'arrives plus à faire ça. Ça devient plus frustrant qu'autre chose. T'as besoin de faire autre chose et donc tu fais bon bah tiens, je regarde autour de moi. Ah tiens, c'est vrai qu'il y a un bouquin, je vais faire ça en fait. Ça peut être plus ce genre de truc. Ce qui marche aussi dans le sens... Parce que c'est pas que l'overdose. Souvent, quand tu t'énerves dans un jeu vidéo, ou même d'ailleurs dans autre chose, c'est que le jeu vidéo, c'est pas l'unique cause. Souvent, tu peux avoir un problème dans ta vie, ce qui fait que les choses qui te frustrent beaucoup plus facilement. Et donc, du coup, effectivement, je vais changer d'addiction pour un moment, souvent avec ce genre de truc. D'accord. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellée, c'est que tu as dit je regarde autour de moi et puis paf, je prends un livre. Ouais. Genre comme si tu n'allais jamais en librairie acheter des livres. Alors, je vais rarement en librairie acheter des livres. Parce que y a toujours des bouquins. Alors en fait, deux choses. Soit je suis à la maison et je peux prendre à la maison, chez les parents, et je peux prendre un bouquin que je connais pas, que je sais que mon frère, ma mère, quelqu'un m'a conseillé, ou Célie oui. m'a conseillé, et puis faire tiens, je vais essayer. Soit souvent, je vais relire un truc que j'ai déjà lu. On en parlait tout à l'heure. Oui. Moi, j'ai souvent ça. Je parle d'une série qui s'appelle La Roue du Temps, qui est une de mes séries préférées. Et le problème de cette série, c'est qu'elle fait 19... Non, il y a plus d'une vingtaine de bouquins dedans. À chaque fois, des trucs un peu conséquents. Et souvent, ça me dure pas mon... En fait, je fais une saturation avant d'arriver à la fin. Ce qui fait qu'à chaque fois, je reprends au début. D'accord. Puis je vais lire 10, 12, 15 bouquins, et puis au bout d'un moment, j'en ai marre, donc j'arrête de lire. Et jusqu'au cycle suivant.
et je vais le reprendre au premier bouquin. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens pour moi de reprendre au milieu. J'ai oublié trop de trucs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette série, La Roue du Temps ? Ça parle de quoi ? Parce que moi, je ne l'ai pas lu encore. Alors, ça parle... Alors, du coup, sans spoiler. Alors, c'est une série de fantasy. Hein, ça, on en a parlé. Je lis principalement de la fantasy. C'est un monde dans lequel tout est cyclique à très large échelle. D'accord, le bouquin d'ailleurs a une super phrase d'accroche. Je ne vais pas pouvoir vous la citer, mais c'est un truc du genre l'histoire devient un mythe, et le mythe devient légende, et la légende est depuis longtemps oubliée quand l'histoire revient, ou un truc comme ça. Enfin, il l'écrit beaucoup mieux que ça. Là, c'est juste un souvenir. Mais voilà, le bouquin commence comme ça, et j'aime beaucoup cette idée-là. Et au-delà de ça, il y a un truc que je trouve vraiment sympa dans ce bouquin. C'est le fait que le héros, enfin un des héros, parce qu'en fait il y a plusieurs personnages principaux, souvent ça dans la littérature moderne, t'as plus un personnage, t'en suis plusieurs à la fois. Et donc en fait, celui qui est censé être le personnage principal, on te dit depuis le début qu'il est censé tomber dans la folie et mourir pour sauver l'humanité. Et ce truc-là, en fait, au fur et à mesure des bouquins, effectivement, on voit qu'il sombre plus ou moins dans une sorte de folie au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas vu ailleurs et que je trouve vraiment génial, en fait, d'avoir ton personnage qui se délite au fur et à mesure et qui change. Vraiment, c'est plus du tout le même personnage. Alors, j'ai pas été jusqu'à la fin, je peux pas se dire ce qui lui arrive et à quel point il tombe dans la folie. Mais t'es jamais allé jusqu'à la fin, tu l'as jamais terminé. Non, et c'est un truc que je veux faire à chaque fois. J'ai la pile de bouquins, une pile haute comme ta fille, dans ma chambre. J'ai jamais fini. C'est une de tes séries préférées et t'es jamais allé au bout. Ouais, je suis un lecteur bizarre, ça je l'avais prévenu. Oui, bah c'est ça qui est intéressant avec toi, justement. Mais en fait, j'ai vraiment envie de savoir la suite, c'est juste qu'au bout d'un moment, je sature de lecture, quoi. D'accord. Donc du coup, je passe à autre chose. Pour revenir au fait que tu relis régulièrement des livres, est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça ? Alors, mis à part La Roue du Temps. Il y a plein d'aspects. J'ai déjà un peu réfléchi à ça, parce que je le fais aussi pour certains films ou certaines choses, enfin bref. Il y a vraiment un aspect de confort, c'est comme, je sais pas comme quoi d'ailleurs, je commence pas une comparaison quand tu sais pas quoi dire, mais vraiment cet aspect de faire quelque chose qui est connu en fait et qui est assez apaisant en fait. Ça devient quelque chose de beaucoup plus relaxant quand tu connais déjà l'histoire. Et puis il y a certains passages que tu as adorés et que tu as envie de revenir. Moi, vraiment, quand je relis des bouquins que j'ai déjà lus, il y a certains passages, j'ai hâte d'y être. Mais c'est marrant, vraiment cette anticipation, et souvent je suis pas déçu quand j'arrive à ce truc-là, je connais déjà l'histoire, mais c'est vraiment un truc que j'ai vraiment plaisir à redécouvrir. Il y a toujours plein de détails que j'oublie, et il y a aussi plein de trucs que tu fais « Ah putain, j'avais pas du tout compris ça comme ça ». Donc c'est très intéressant. Je sais qu'il y a par exemple des énormes communautés de fans de Harry Potter, tout ça, qui ont relu plein de fois un truc. Alors moi c'est un bouquin que j'ai relu plusieurs fois, Harry Potter, mais pas tant que ça. Ouais, tu as toujours plaisir en fait à relire le truc et à redécouvrir différents trucs que tu n'avais pas vu avant. Ouais, puis ce que je trouve assez chouette et intéressant aussi, c'est qu'on a une mémoire qui est sélective et qui se réécrit toute seule. Nos souvenirs ne sont pas forcément fidèles à la réalité, et du coup, je trouve que quand tu fais une relecture plusieurs années plus tard d'un livre que tu avais adoré, tu te rends compte que tu n'as pas lu le même livre que celui que tu es en train de lire. Et des fois, c'est parce que déjà, ta mémoire sélective a fait que t'as focalisé sur certains détails qui étaient importants pour toi à ce moment-là et que ça ne l'est plus pour toi là maintenant. Et puis parce que t'as tendance aussi à réécrire des fois des passages du livre. Est-ce que ça te fait ça ? Alors, et réécrire des passages du livre, pas tant que ça. Alors, ça m'est déjà arrivé de faire, tiens, ça, je le voyais comme ça. Notamment avec des trucs où il y a eu des films. C'est très bizarre ce truc de relire un bouquin que tu as lu, tu as vu le film, et puis après, plus tard, tu relis le bouquin, et tu t'attends à voir des trucs du film qu'il n'y a pas eu, en fait, des changements. Et ça, c'est très rigolo de voir qu'effectivement, tu as réécrit complètement. Mais sinon, moi, je suis plutôt sur l'autre truc que tu as dit, qui est ce truc de, en fonction de à quel moment dans ta vie tu n'as pas du tout la même lecture de certains passages. J'avais vu je sais plus quel mème, un truc de genre là où quand t'es gamin tu vois la relation entre son père et une fille ou un fils
dans un dessin animé, dans un livre, peu importe. Et tu te dis, mais le père, c'est un connard, il la laisse pas sortir, faire la fête avec ses copains, c'est vraiment un sombre con. Puis après, tu te retrouves adulte et tu regardes le truc, tu fais, mais le gamin est débile, bien sûr que son père va pas le laisser sortir. Tu vois, vraiment, ce truc-là, c'est très rigolo de voir. Alors là, c'est le truc obvious de quand on est petit et quand on est adulte, voire parent. Mais il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas du tout la même lecture. Ouais, et du coup, ça fait partie du fait que c'est pour ça que tu reprends des livres aussi. Alors, dans la sphère Booktube, Bookstagram, on appelle ça beaucoup des lectures doudou. C'est-à-dire les lectures où tu sais que tu vas passer un bon moment. C'est-à-dire, tu n'as pas de surprise sur le fait que tu sais qu'avec ce livre-là, tu ne peux pas te tromper, ça va te remettre dans dans quelque chose effectivement de connu, comme tu dis, donc de sécurisant. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est plutôt une bonne façon de le dire, la lecture doudou, ça marche bien. Ouais. Ce qui m'intéressait aussi de voir avec toi, c'est donc tu es parti 1 an en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et pendant cette année en Nouvelle-Zélande, tu as beaucoup lu. Alors, j'ai beaucoup lu, oui et non. J'ai beaucoup lu un livre, parce que c'est le seul que j'avais. Alors d'ailleurs, c'est pas un livre que j'ai choisi, c'est un livre qu'on m'a offert, qui était littéralement sur l'histoire d'une nana qui a fait plus ou moins la même chose que moi. Alors, dans le sens où elle est partie à l'étranger, parce qu'il y avait un passage dans sa vie qui était important et elle voulait le marquer, et voilà. Bon, il s'avère qu'elle a une cause beaucoup plus noble que juste moi qui voulais partir. Parce qu'elle, comment s'appelle ce livre ? Il s'appelle Super-héros. Et en fait, c'est parce qu'elle a... Alors, ses pères, c'est la sclérose en plaques, je crois. Oui. Donc, c'est une nana qui est très dynamique dans sa vie et qui, pendant ses études, donc vers 18-20 ans, quand elle arrive en école supérieure, et ben, en fait, elle découvre qu'elle a la sclérose en plaques. Et elle apprend à vivre avec ça et à accepter ce truc-là. Et elle l'apprend avec un voyage, en fait. Elle part en Nouvelle-Zélande, en Mongolie... et Birmanie, quelque chose comme ça, un doute, mais en un pays d'Asie, où elle va apprendre à méditer, ce genre de choses. Et donc en fait, elle fait, alors pas tout à fait le même voyage que moi, parce qu'elle va un peu plus loin que ça, mais c'est rigolo de voir justement son acceptation de la maladie et sa relation qu'elle apprend à vivre avec pendant 1 an, et dont elle témoigne, en fait. C'est un bouquin, c'est elle qui l'a écrit, quoi. Pour raconter son histoire. Oui, et puis j'avais écouté une interview de l'autrice, son nom m'échappe, où elle disait que un des trucs qui l'avait motivée, c'est que la sclérose en plaques était une maladie qui t'obligeait à rester immobile, à devenir de plus en plus immobile, et qu'elle, du coup, elle est partie toute seule randonner. Ouais. Elle est partie à pied. Gravir des montagnes, partir dans les grands Caucases mongols, ce genre de choses, ouais. Du coup, c'est intéressant parce que toi aussi, toi, tu n'es pas malade, heureusement, et tu es parti tout seul, 1 an en Nouvelle-Zélande, et tu as beaucoup marché aussi. Oui. Est-ce que tu as réussi à faire des parallèles, du coup, entre ta lecture et ce que tu vivais là-bas ? Alors, sur certains aspects, ouais. Tu vois, notamment quand elle doit réapprendre à vivre avec son corps. Moi, je suis quelqu'un qui a eu toujours du mal avec mon poids. J'ai pris, perdu, ainsi de suite. Une bataille un peu continue. Et en fait, rien qu'avec ça, redécouvrir son corps. Quand tu prends du poids et que tu recommences à faire du sport que tu avais l'habitude de faire, alors que avant tu le faisais sans problème et que maintenant c'est difficile, c'est à apprendre. Donc c'est un truc que j'ai appris, notamment moi je m'étais blessé justement avant de faire ce voyage là. J'avais repris du poids justement parce que j'aime beaucoup faire du sport, j'avais refait énormément de sport, j'avais perdu 20 kilos voire un peu plus, et je me suis cassé le genou. J'ai plus pu faire d'activité physique, j'ai repris du poids, machin truc. En plus, mon boulot me plaisait pas, j'ai fait une mini-dépression dedans. Donc pour ça, d'où le fait que je sois parti en Nouvelle-Zélande. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû faire ce truc-là. La toute première marche que je fais en Nouvelle-Zélande, je la finis presque en pleurs de douleur à cause de mon genou, en fait. Je monte une montagne. Alors, ce qu'on appellerait une montagne dans la Normandie, en tout cas. Mais c'est une ascension, je crois que c'est une des plus petites ascensions sur les marches que j'ai fait après. Mais ça doit être une ascension de 600 mètres, quelque chose comme ça. Toutes les marches en Nouvelle-Zélande, c'est sur des montagnes. L'île est une montagne, en tout cas l'île du Sud.
Et donc en fait tu passes ton temps à gravir et à descendre. Donc monter, ça m'a pas posé de problème. Mais en fait, la descente est beaucoup plus violente pour les genoux. En plus, t'es déjà un peu fatigué quand même de la montée. Et donc, en fait, monter, ça a été un peu intense, mais sur le cardio, mais ça va. Par contre, très vite dans la redescente, mon genou m'a commencé à me faire mal de plus en plus. Vraiment, chaque pas était pire que le précédent. Sauf que t'as pas d'autre choix que de redescendre, parce que sinon, tu restes bloqué en haut. Donc j'avais fini ça vraiment très très difficilement. Et en fait, ce truc-là, je l'ai revécu à chacune de mes marches un peu moins. Et je l'appréhendais, mais en même temps, je savais qu'il fallait faire avec, quoi. Donc mon corps est comme ça, et il était comme ça. Et donc du coup, il y avait vraiment cet aspect-là. Et donc ça, c'est un truc qui a résonné assez fort avec moi dans ce bouquin-là, que j'ai d'ailleurs lu, je sais pas, 3, 4, 5 fois dans l'année. Et notamment quand j'étais... Il y a un passage justement dans mon périple là-bas où j'ai fait une randonnée de 900 km en montagne et tu vois la civilisation une fois tous les 7, 8, 10 jours. Et donc en fait, tu es vraiment livré à toi-même. Et en fait, tu marches toute la journée. J'avais ma guitare sur le dos. C'était rare. Les gens qui me croisaient me trouvaient un peu bizarre. Mais j'avais 2 occupations quand je m'arrêtais de marcher. En fait, c'était jouer de la musique et lire ce bouquin-là. Et moi, ça m'étonne vraiment de pouvoir relire le même livre 3-4 fois l'année. Alors, tu parles anglais et tu lis très bien en anglais. Tu aurais pu t'acheter un autre livre en librairie. Mais je crois que l'idée m'est pas venue, pour être honnête. Mais non, je sais pas. Ah oui, alors après, l'anglais, effectivement, j'ai aucun problème. Mais en fait, je sais pas, j'avais ce bouquin-là sous la main et ça me faisait plaisir de le relire, en fait. Ah ouais, moi, ça c'est... Quand j'étais gamin, je me souviens que je faisais un truc encore plus bizarre. C'est qu'il y avait un bouquin, Dune de Frank Herbert. Nous, donc c'était 2 bouquins, mais en fait, je crois que c'était divisé. C'est le premier tome, en réalité, qui a été découpé en 2 parce que c'était un format poche. Je crois que c'est ça qu'ils avaient fait. Et dans cette série-là, d'ailleurs, j'avais lu que ce premier bouquin-là. Parce que je crois que mon frère m'avait dit que le premier était trop bien et que les autres, après, c'était plus compliqué. Donc, je sais pas, je les avais pas lus à l'époque. Et je les ai toujours pas relus. Il faudrait que j'essaye un jour. Bref. Et je me souviens que c'était un bouquin que j'ai lu en boucle, mais au point que j'arrivais à la fin du 2e tome, il était que 1h du mat, du coup j'avais pas envie de dormir. Non, pas vraiment, quand j'étais collégien, je lisais jusqu'à 3-4h du mat, quasiment tous les soirs. Et donc il était qu'1h du mat, j'avais pas envie de dormir, je reprenais le premier tome. D'accord, non mais vraiment. Et je le relisais en boucle. Ah oui, tu faisais même pas de pause, quoi. Non, mais après, je lis pas que de la fantasy, hein. Il y a 2-3 autobiographies, biographies. J'ai lu de la SF, les polars un peu aussi, mais c'est vrai que le fantasy, ça représente 80-90% de ce que j'ai lu. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi t'aimes autant la fantasy ? Ça t'apporte quoi par rapport aux autres genres ? Ah, celle-là, je n'ai pas réfléchi, ça je sais pas trop. C'est une bonne question. Pourquoi la fantasy, tiens ? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans la fantasy ? En fait, je sais pas, il y a plusieurs concepts dans la fantasy qui sont sympas. Souvent, tu pars de quelqu'un qui est personne et qui devient quelque chose. C'est un concept que j'aime beaucoup, qui malheureusement se retrouve pas beaucoup dans la réalité. Souvent, il faut que tes parents soient quelqu'un pour devenir quelqu'un. Et là, non. Alors, il y a des bouquins de fantasy aussi, et c'est absolument le cas. Mais souvent, c'est quand même un concept de le héros, c'est un pecno, voilà, et il lui arrive quelque chose et il finit par... soit il était quelqu'un, mais il le savait pas, soit il va y avoir un événement, une rencontre, quelque chose, ou on retrouve un objet, ou je sais pas, un dragon, pour les dragons, j'en sais rien, qui vont tout changer, en fait, dans sa vie. C'est assez rigolo, ce concept-là. Je sais pas, le concept de magie aussi, assez sympa. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et après, je sais pas, il y a aussi, bon, bien sûr, comme c'est toujours le cas, quand j'étais gamin, on m'a beaucoup parlé de chevaliers, de trucs comme ça. J'ai dû lire 2 ou 3 variations de l'histoire du roi Arthur, au genre de truc. Et en fait, la fantasy, c'est médiéval plus quoi. Si tu veux. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'à l'époque, en tout cas, je me suis tourné vraiment vers la fantasy et que c'est resté. C'est quelque chose qui vient des contes et de la tradition
Ouais, je pense. Ouais, oral de contes, ouais. Oui, parce que les contes, si tu regardes Bilbo le Hobbit, c'est vraiment écrit sous la forme d'un conte. Hein. Oui, complètement. Donc, oui, je pense que c'est effectivement ce genre de truc, la tradition qui est restée ancrée profondément en moi. Voilà, je suis content avec la fantasy. Oui, et puis le fait que, en fait, si je comprends bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le fait que n'importe qui peut devenir un héros, et il peut arriver des aventures à n'importe quel petit pecno dans son champ. Et c'est marrant parce que c'est un truc, j'ai beaucoup plus de mal. Alors, je suis pas sûr que tu regardes beaucoup d'animés, toi. Non, pas trop. Moi, je regarde un peu, notamment parce qu'en fait, c'est un des trucs dans lequel, encore une fois, il y a de la fantaisie. Souvent, dans les films de fantaisie, il n'y en a pas tant que ça, en fait, ou même des séries, il n'y en a pas tant que ça, des biens, surtout. Ouais. Et donc, je sais pas, de temps en temps, je regarde des animés. Souvent, c'est vraiment le truc, juste avant de dormir, je regarde 2-3 épisodes, et puis voilà. Et c'est marrant parce que c'est un concept que je trouve pénible, ou voilà, que j'aime pas dans beaucoup d'animés, qui est ce truc de le héros devient OP tout de suite, il devient super fort, il n'y a pas de travail derrière. Et ça, c'est un autre truc où moi, je sais que j'ai galéré dans ma vie à justement s'acharner sur un truc. J'ai ce truc compulsif de je fais quelque chose pendant une certaine période et après je lâche complètement. Ce truc qui, moi, m'épate toujours chez les gens, les hauts sportifs et tout ça, c'est que c'est des gens qui sont passionnés pendant des années, voire toute leur vie sur un truc, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal à faire. Et donc, du coup, j'aime pas dans les animés, ou dans... Bon, après, il y a d'autres histoires comme ça, mais ça se retrouve particulièrement dans les animés, où le héros, en fait, c'était personne au début, mais tout d'un coup, poum, ça y est, il a tous les pouvoirs, il devient plus fort que tout le monde, et en fait, tu fais... c'est quoi l'enjeu ? Il n'y a pas de mérite ou quoi que ce soit. Il est juste devenu vachement plus fort. Alors que souvent, normalement, dans la fantasy, ce que tu vas retrouver, c'est il faut galérer et en fait, tu deviens quelqu'un par tes actions, par tout ce qui s'est passé, tous les efforts, tout ce que tu as vécu, pas par un claquement de doigts, en fait. Oui, dans le parcours du héros traditionnel, qu'on retrouve beaucoup, notamment dans la fantasy, tu as une étape qui s'appelle la perte. Ouais. Où le héros va perdre son mentor, un ami, alors ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais ça peut être aussi il va perdre un bras, par exemple, coucou Luke Skywalker. Il va perdre, enfin il va tomber malade, il va s'en prendre plein la tronche, il va se faire casser la figure, enfin il y a toujours une étape comme ça dans les mauvaises fantaisies, il perd la mémoire. Il peut perdre la mémoire, mais voilà, il y a une étape de la perte qui est une étape qui appelle à l'humilité aussi, justement. C'est ce que tu disais, tu vois, au fait de dire, face à une épreuve, le fait d'avoir de l'humilité par rapport au travail qui reste à faire et par rapport au chemin qui reste à parcourir, ça permet aussi justement de continuer et de ne pas se prendre pour un super-héros. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui... c'est ce qui gâche... Enfin, ce qui fait le grain d'un manga comme Naruto, et qui fait sa perte à la fin, vraiment, je sais pas pourquoi, c'est que Naruto, à la base, c'est personne. Tu vois, Naruto, c'est personne, il galère, et en fait, justement, son super pouvoir à lui, entre guillemets, c'est pas d'être le plus puissant, d'être un génie ou quoi que ce soit, c'est de s'acharner et de systématiquement se relever, en fait. C'est pour ça que... Voilà, la fin... Spoil pas trop Naruto. Naruto, on va spoiler si jamais vous ne connaissez pas, tant pis pour vous. Oui, du coup, c'est pas personne. Du coup, tu perds tout le personnage, en fait. Tout le personnage, c'est personne ne l'accepte, et il finit par se faire accepter par tout le monde, parce qu'il a envie... En fait, il adore son village, même si jamais son village l'a repoussé quand il était gamin, quoi. Et se faire reconnaître de ces gens-là, par ses efforts et tout ça, c'est tout le grain, c'est tout ce qui est décrit du début à presque la fin du manga, et c'est pour ça qu'il est incroyable. Ouais, on sent un peu d'énervement par rapport à ça. Ouais, parce que en fait, il a galéré comme c'est pas permis, et en fait, toute l'histoire, c'était de dire justement, en fait, la morale, normalement, ça devrait être, peu importe qui vous êtes, si vous continuez de vous relever après chaque échec, vous pouvez faire des grandes choses, quoi. C'est un peu ça l'idée sous-jacente. Si jamais à la fin tu dis qu'en fait ton personnage, certes il a fait des efforts, mais en fait s'il a réussi tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'en fait c'était le fils d'un grand sage, machin truc, qui était pété depuis le début, ça te déconstruit toute la morale que t'as mis en place.
Et ça résonne en toi beaucoup, encore une fois, moi je te dis, j'ai eu plein de moments où j'ai eu du mal à faire justement à se relever après un échec. Je sais que souvent, bon, ça vient des facilités sur certains trucs que j'ai eu, mais j'ai pas appris à avoir des échecs avant assez tard dans ma vie en fait. Ce qui fait que j'ai pas appris à me relever après un échec. Et donc du coup c'est vrai que notamment tard dans l'adolescence et jeune adulte, voilà, c'est quelque chose qui résonnait particulièrement avec moi, ouais. Ouais, parce que du coup là t'avais un modèle. Mais après on parle de Naruto, mais il y a un paquet d'autres où c'est un peu ça la morale à la base. Ouais, mais en fait en règle générale, du coup, comme tu t'aimes beaucoup la fantasy, que t'en as lu énormément, que t'en as vu beaucoup, t'as beaucoup joué aussi à des jeux vidéo. Ouais. Après, bon, les jeux vidéo, c'est le principe même, c'est tu te prends des torgnoles et puis tu te relèves pour finir le niveau. Mais étant donné que c'est un genre quand même qui t'a beaucoup marqué, et notamment parce que le héros se prend des échecs et se relève et continue et avance et va jusqu'au bout de sa quête. Du coup, ça t'a donné quand même pas mal de modèles, même si toi, tu dis que t'as appris que très tardivement. Oui. Ouais, ça donne d'autres modèles que les gens qui t'entourent. En fait, c'est rigolo de voir, d'apprendre. De toute façon, on peut pas tout apprendre de ses parents ou de sa fratrie ou même des copains. Il y a plein de choses qu'on apprend différemment. Il y a plein de films qui servent de modèle, par exemple, à plein de jeunes. Les bouquins, pareil. Donc ouais, ce genre en tout cas de modèle de le héros galère et doit systématiquement se relever malgré tous les problèmes qu'il a, c'est quelque chose qui, en tout cas c'est un trope qui me plaît bien, ouais. Ça te parle bien. Qui résonne. Je voudrais revenir sur donc du coup ton métier actuel, t'es en train de te former pour être compositeur de musique de jeux vidéo. Ouais. Est-ce que du coup, t'es axé fantasy, encore une fois, ou est-ce que t'es obligé de voir plein de choses ? Alors, ce qui est très rigolo, c'est que c'est typiquement ce genre de musique, de fantasy, qui m'a amené dans ce milieu-là. Au tout début de ma formation, j'ai vu plein de styles différents, et puis je me suis dit, bon, il va falloir que je m'ouvre et que je fasse plein d'autres choses, vraiment, parce que sinon, comment je veux faire pour avoir du boulot ? C'était déjà, en fait, ce qui est très difficile dans ce métier-là, c'est notamment la première année. La première année est particulièrement difficile parce que comme personne ne te connaît, personne ne veut te faire confiance, et donc du coup il faut se faire connaître, trouver des gens qui acceptent de travailler pour un projet, ainsi de suite. Donc dans ma tête j'étais là et je me suis dit il va falloir que je m'ouvre, que je vais pas pouvoir faire de la fantaisie voilà, il va falloir que je fasse vraiment tous les styles. Et en fait j'ai eu un entretien avec quelqu'un à qui j'ai posé des questions sur justement la professionnalisation et comment ça fonctionne, et un des premiers trucs qu'il m'a dit c'est bon, déjà il faut s'hyper spécialiser, faut pas essayer d'aller dans tous les sens, il faut trouver le truc qui te plaît en fait, et c'est la meilleure façon de trouver des gens en fait, c'est de trouver non pas des clients mais trouver des gens qui ont la même passion que toi. Donc a priori, moi j'ai pris cette décision-là il y a une semaine de m'hyper spécialiser dans la fantasy. Donc, c'est étonnant. C'est effectivement le domaine que je connais le mieux, que ce soit sur les jeux, sur les bouquins, les films, tout ça, la musique. C'est effectivement un conseil qu'on te donne pas mal quand tu es entrepreneur et qui est complètement contre-intuitif, où on te dit, parce que toi tu as envie d'élargir beaucoup au niveau de ta clientèle en me disant faut que je montre que je sais faire plein de trucs parce que comme ça il y a peut-être quelqu'un, il y aura plus de gens qui vont m'écouter ou qui vont exactement, suite, alors qu'en fait non, le conseil qu'on te donne c'est non, tu fais de la niche, fais ce que t'aimes en fait, c'est vraiment ça, hein. Tu fais le truc que tu connais et tu le fais vraiment bien et t'auras beaucoup plus de succès que si jamais t'essayes de faire tout mais que tu le fais de manière médiocre. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est pour faire de la musique inspirée fantasy, de la musique de fantasy, comment tu fais ? Ça te vient d'où l'inspiration ? Est-ce que c'est tu pars d'une histoire et tu essayes de la mettre en musique ? Est-ce que tu as des images qui te viennent ? Est-ce que c'est d'abord la musique qui te vient ? Alors moi, j'ai pas d'image qui me vient parce que je vois pas d'image. Ouais, alors ça c'est un truc, il faut absolument qu'on en parle. Du genre quand tu lis, tu ne vois pas d'image. Non,
Alors, pour ceux qui connaissent pas, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais il y a 1 à 3% de la population qui a ça, des gens, enfin comme moi, qui ne peuvent pas visualiser. Tu fermes les yeux, tu vois rien, tu vois de noir, que chi. Tu peux pas te dire tiens, je vais imaginer un monde ou quoi que ce soit. Tu ne le vois pas. Tu peux pas. Ton cerveau, il fait pas ce truc-là. Ouais. Donc quand je lis un bouquin, j'ai pas de monde imaginaire qui arrive dans tous les sens. T'as pas un film dans ta tête avec les personnages? Non, j'ai pas un film dans la tête, absolument pas. Et il se passe quoi alors? Comment tu... Mais c'est difficile à décrire en vrai, parce que toute ma vie est comme ça. J'ai pas d'éléments de comparaison, c'est un peu particulier. Je sais que moi, je fonctionne énormément par succession d'événements, en fait. Vraiment, je vois les enchaînements... Enfin, je vois, non, c'est une façon de dire, de parler. Mais ouais, j'ai cette succession de trucs, d'événements, comme une maquette. T'as l'ordre de construction. En fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne tout le temps dans mon cerveau. Tous les événements se passent dans cet ordre-là, si tu veux. C'est vraiment ce truc-là. Et c'est comme ça que je me fais une sorte d'image mentale, mais que je ne vois pas, en fait. Est-ce que c'est comme dans Ratatouille, quand il goûte, il a des couleurs, des sensations, des sons? Non, justement, moi, c'est l'inverse de ça. Ah, et tout ça, c'est l'inverse de ça. Il y a des gens qui, par exemple Mozart, a priori, était comme ça. Il y a des gens qui voient la musique, comme il y a des gens qui voient les concepts mathématiques. Oui. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a des gens qui ont un rapport très particulier, mais notamment avec la vision. Moi, ça, je l'ai pas. C'est l'inverse. Moi, je vois que dalle. D'accord. Et du coup, comment tu composes? Ah oui, donc du coup, on revient sur la question sur la fantaisie. Déjà, moi, j'ai pas l'aspect le plus violent de ce symptôme, je sais pas comment appeler ça. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent rien. Ils peuvent pas s'imaginer de la musique. Ça, j'y arrive un peu. Pas énormément. J'ai certains trucs où j'ai du mal, mais déjà, j'ai déjà ça pour moi. Après, en fait, souvent, ça part d'une base. C'est-à-dire qu'au début, t'as vraiment ce truc de... D'ailleurs, c'est un truc que j'ai eu du mal au début dans la composition. T'as le syndrome de la page blanche. Oui. Tu sais pas quoi écrire. C'est pareil en écriture, tout ça. Oui. Tu sais pas quoi écrire. Donc, en fait, ça marche pour les deux, parce que t'écris la musique. Mais et vraiment, ce truc-là est compliqué. Alors, c'est pour ça qu'il faut très rapidement se dire, tiens, je vais faire un truc, peu importe ce que c'est, hein, et on va partir de là, si jamais ça te plaît, on va partir de là et on va construire des choses par-dessus. On va se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait aller avec, ce genre de choses. un conseil sur la musique, quand t'es bloqué comme ça, tu sais pas quoi faire, tu prends des dés, tu les lances, et c'est les notes que tu vas utiliser. Ah ouais. Et tu pars de ça, tu fais ok, et puis d'ailleurs tu les changes si jamais ça te plaît pas. Vraiment, tu le lances une fois, tu vas faire un essai, ça te plaît pas, tu les relances, ou alors tu dis tiens, cette note là je veux la changer. c'est rigolo, c'est comme dans Alexandre Astier qui avait fait son one man show sur Que ma joie demeure, oui, sur Bach. Et à un moment donné, il décrit un truc qui est presque similaire, qui est le morceau de piano pour les miettes de pain ou un truc comme ça. Littéralement, Bach, quand il a priori, la petite histoire, c'est que il a vu des miettes de pain, voilà, et puis il s'est dit tiens, si jamais j'imagine que je trace des lignes comme une portée de musique, en fait les miettes de pain ça représente des notes. Et il a écrit une musique par rapport à ça. Et donc dedans il est là, oui, ah c'est pas mal, bon, ah mais cette note là, ah, et puis après tu le vois qu'il déplace la miette de pain, voilà, là c'est mieux. Voilà, ça va être, c'est un peu ça. Vraiment il faut se trouver une base sur laquelle travailler. Et après, pour revenir sur ta question spécifiquement avec la fantaisie, en fait, il y a des choses que tu sais que tu vas pas faire. La fantaisie, tu vas pas prendre une guitare électrique et hop, et c'est ta base. Non, ça peut pas marcher. Alors, il y a certains trucs où ça fonctionne, parce que la fantaisie, c'est très large, et tu vas avoir beaucoup d'univers de fantaisie qui vont réutiliser certains éléments méta, des trucs qu'ils vont faire des... c'est un nom, j'ai oublié, bon bref. Tu vas réutiliser certains trucs modernes dans un monde de fantasy en fait. Donc il y a certaines fois ça va se faire, mais c'est souvent un truc qui va venir par-dessus, ça va pas être la base de la musique. Parce que la base de la musique de la fantasy, pensez Seigneur des Anneaux, hein, ça marche très très bien, c'est toujours de la musique orchestrale avec des instruments médiévaux et folkloriques de différentes régions, parce que la fantasy c'est pas un truc européen, tu vas en retrouver dans toutes les régions du monde en fait. Et donc tu peux évoquer plein de trucs d'univers de fantasy avec des instruments qui viennent du monde entier. Comme quand tu regardes, il y a des très bons films de fantasy qui viennent de Corée et de Chine en ce moment, notamment qui sont sur Netflix avec des BO qui sont assez incroyables et qui reprennent des instruments traditionnels d'Asie.
Mais d'ailleurs, en termes de jeux vidéo, alors c'est pareil, je l'ai pas fini, il va falloir que je m'y remette. Bref, il y a un jeu qui s'appelle Métaphore Refantasio qui est sorti cette année, ou enfin l'an dernier. C'est un des meilleurs jeux de l'année, et il a de la musique incroyable en fait, et qui est profondément inspiré du folklore chinois en fait. Et par contre, on retrouve les bases de la musique classique européenne. Et ça, c'est vraiment un truc qui est un peu commun à tous les trucs de fantasy, c'est qu'on retrouve ce noyau de musique classique, un peu baroque, classique, cette période-là, aussi romantique énormément, mais avec des instruments et certains trucs, tu vois, notamment des voix, par exemple, ils n'ont pas du tout les mêmes techniques de chant en Asie que celles qui avaient été développées en Europe. Donc tu vas entendre des trucs comme ça dans la musique et ça marche super bien. Donc ouais, effectivement, en fonction de ce que tu utilises comme quelle région tu veux évoquer, tu peux avoir plein de trucs. D'accord, et en fonction des scènes que tu veux raconter, c'est pareil en fait, je suppose que tu as des codes, genre tu composes pas pareil une scène de bataille qu'une scène romantique ou qu'une scène de découverte de village ou... Bah, tu vois, c'est un des trucs que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je dois écrire justement des musiques de combat pour un jeu de Tower Defense. Donc Tower Defense, voilà, c'est pas le jeu où il y a le plus d'action. Tu vois. C'est quoi un Tower Defense ? Un Tower Defense, c'est un jeu où t'as une sorte de labyrinthe, en tout cas, enfin un chemin, voilà, t'as un chemin qui est souvent un peu sinueux, et dessus tu vas avoir des ennemis qui vont parcourir ce chemin, et le but c'est qu'ils n'arrivent pas à la fin de ce chemin, et donc du coup tu construis des tourelles, alors soit au bord du chemin, soit tu peux faire toi-même ton labyrinthe sur le chemin, ça dépend des styles de jeu. Et voilà, et tu construis des sortes de tourelles qui ont des capacités, peu importe. Et le but, c'est que tu en construis suffisamment pour qu'ils n'arrivent pas au bout du chemin. D'accord. Et donc, en fait, c'est un jeu où tu construis des tourelles et puis tu regardes les ennemis se faire tuer par les tourelles. C'est pas une action folle, tu vois. Mais par contre, il faut quand même évoquer le fait qu'il y ait de l'action, en fait. Et pour ça, bah, il y a certains trucs qu'on évite. Enfin, en fait, on se dit combat, on pense presque tout le temps grosse percussion, en fait. Des trucs très rythmiques. Et en fait, si jamais je fais ça pour ce jeu-là, sur lequel je suis en train de composer, ça va sembler très bizarre, parce que ça va être beaucoup trop, en fait. Ça va être trop épique. Oui, c'est ça. Ouais. Je veux dire, t'as trois trucs qui se font tirer par les... Voilà, non, c'est trop, en fait. Et c'est là où moi, je m'inspire pas mal d'un compositeur chinois, à nouveau. Mince, j'ai oublié son nom. C'est celui qui a écrit la musique d'un jeu qui s'appelle Genshin Impact, qui a eu énormément de succès. Et en fait, il a écrit, alors certes, des musiques avec énormément de percussions pour des combats épiques, mais il a écrit aussi des musiques pour des combats qui sont en fait les combats de tout le temps. C'est-à-dire que tu te balades dans la nature, t'as un pauvre loup pourri qui t'attaque et tu le tues en 2 coups. Bah alors certes, c'était un combat, mais tu vas pas mettre une musique ultra épique pour ça, en fait. Et en fait, c'est un des trucs que j'ai trouvé brillant, moi, dans sa façon d'écrire des partitions, c'est qu'il a ce truc d'évoquer le combat, enfin en tout cas l'action, mais simplement par de la musique plus rythmée, des façons de jouer des instruments. C'est-à-dire que les violons, ils vont pas jouer des ta-na-na-na-na, ils vont faire des tam-tam-tam-tam-tam, juste ce genre de truc-là, en fait. Donc ça va être... ouais, en fait, le combat, par exemple, du coup, ça va être principalement des trucs rythmiques, avec des rythmes un peu martiaux, tout ça. Ouais, donc c'est là mais pas forcément des percussions. Oui, c'est là que tu vois bien que la musique vraiment sert la narration, en fait, comme on disait au début, que c'est hyper important. Mais la musique, ouais, pour moi, c'est un des... Enfin, moi, c'est ce qui m'a toujours touché le plus. J'ai toujours eu un contact un peu particulier avec la musique, mais pour la narration En fait, tu prends principalement... Enfin, tu prends quasiment n'importe quel film, tu retires la musique, ça va te paraître très, très bizarre. Il y a des vidéos comme ça sur Internet qui sont absolument géniales, où soit en fait la musique est retirée et du coup ça devient très bizarre, soit la musique est changée et du coup par exemple sur des scènes extrêmement dramatiques où tu as une musique un peu langoureuse, peu lancinante, ou ouais, un peu. Et du coup, la scène qui était une scène d'ennemi contre ennemi devient une scène limite de tension amoureuse. Ouais. Oui, tu peux changer ça. Et je suis personnellement persuadé que, par exemple, l'industrie du film d'horreur repose uniquement sur ça.
Oui. Si jamais tu retires la musique, la tension qui est sonore dans un film d'horreur, ça fait pas peur du tout. Ouais. À part certaines exceptions, il y a des trucs, voilà, mais ouais, non, c'est énorme en fait l'impact de la musique sur ce que ça raconte. Ouais, quand je faisais des études de cinéma, j'avais un prof qui avait l'habitude de dire sur une vidéo, ce qui fait 80% de la vidéo, c'est le son. Ouais, je veux pas dire le contraire. Et ça marche, ça marche extrêmement bien en termes de narration et du coup en termes d'émotion que tu arrives à faire passer. Ouais. J'avais encore deux petites dernières questions. Vas-y. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu lis ? Alors oui. Et même, il y a des musiques que j'arrive pas à retrouver. Et ça m'énerve parce que genre, c'est des musiques que j'avais, je crois que ça vient d'un animé, c'était une OST d'un animé ou je sais pas quoi, que j'écoutais quand j'étais adolescent et qui évoquait pour moi vraiment la fantaisie. Et souvent, ce qui est très rigolo, c'est que je lis et je vais avoir des bribes de cette musique-là qui vont me revenir en tête des dizaines d'années après, hein, qui vont me revenir dedans. Et du coup, ça me donne envie de remettre de la musique, mais c'est jamais la bonne. Mais du coup, est-ce que t'as pas essayé d'écrire cette musique-là, tu sais, les extraits, puis de les passer sur les logiciels qui sont capables de te retrouver des morceaux de musique avec juste quelques notes ? J'ai jamais utilisé ce genre de truc. Je devrais essayer, hein. Voilà, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé. Donc bon, peut-être que j'essaierai un jour si jamais ça me revient suffisamment pour ça. Et ma dernière question, c'était est-ce que du coup t'en es où là en ce moment ? Est-ce que tu lis ? En ce moment, non. Là, avec la particularité que j'ai une nouvelle addiction qui est apprendre à composer, qui me prend pas mal de temps. Hein, et donc, c'est vrai que du coup, ça laisse plus de temps, enfin moins de temps pour, entre guillemets, enfin, ce que j'appelle les addictions, mais en fait, c'est les occupations, les hobbies. Hein. Ça me laisse moins de temps pour les autres hobbies, donc du coup, je sature vachement moins vite. Donc, du coup, je suis pas encore revenu à la lecture. Mais quand je suis revenu dans le coin, là, et que j'ai commencé, au tout début, je lisais énormément. D'ailleurs, j'ai recommencé à lire la série, j'ai lu 12 bouquins, là, La Roue du Temps, et j'ai arrêté. Mais là, en ce moment, non, pas spécialement. Est-ce que tu arriveras un jour au bout de La Roue du Temps ? Il y a un hack incroyable, hein, si je veux la finir, c'est que je recommence au 10e épisode, 10e bouquin, suffisamment tard dans l'histoire pour que j'ai le temps de relire un ou deux bouquins pour me remettre dedans avant de redécouvrir des choses. Mais bon, pour ça, il faudrait que j'accepte de ne pas recommencer à numéro 1, quoi. Oui, ça va être compliqué. C'est un travail. C'est un travail à faire sur toi-même. D'accord, donc en ce moment, pas de lecture. En ce moment, plutôt série, film. Ouais, après, j'ai lu 2-3 bouquins, mais des bouquins techniques, en fait. Oui. Là, j'ai lu des bouquins sur la composition, ce genre de choses. Ok. Bon, pas de fantaisie en ce moment, alors. Pas en lecture. Parce que en composition, en imagerie, tout ça, je suis en train d'y penser parce que je suis en train d'essayer de composer un peu mon image de marque. Enfin, d'y réfléchir pour l'instant, c'est tranquillement. Mais à un moment donné, il va falloir que j'aille sur les réseaux sociaux et tout ça. Il faut que j'ai un site, il faut que j'ai plein de choses. Et donc, du coup, je pense fantaisie beaucoup en ce moment, mais moins en lecture. D'accord. Écoute, merci beaucoup Alain. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu avais envie d'évoquer ? Non, on a déjà évoqué plein de trucs que les gens n'avaient pas envie d'entendre, donc je pense que ça leur suffit. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour cet entretien. C'était fort plaisant. Et puis parler de fantasy, c'est toujours très cool. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Pourquoi tu lis. Je vous souhaite plein de très très belles lectures. Et puis à très bientôt sur le podcast.